Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Hugo Micheron. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes chercheur en sciences politiques et vous signez une série documentaire en 3 épisodes diffusés sur Arte qui s'appelle Djihad sur l'Europe, qui est diffusée en ce moment et qui fait suite, me semble-t-il, à un livre publié il y a quelques mois chez Gallimard qui s'appelle La colère et l'oubli, travail dans lequel vous retracez l'histoire du djihadisme européen depuis la fin des années 80. On va regarder quelques images de la série pour Arte et on en parle juste après. Le djihadisme, comment infiltre-t-il sans relâche les banlieues occidentales ? La mobilisation djihadiste en Europe découle toujours d'un élément déclencheur en dehors de l'Europe. Son but, saper la démocratie. Ils prennent les mots du Coran au sens littéral, en faisant croire à de nombreux musulmans que c'est la seule interprétation possible de l'islam. Voilà, avec un travail d'archives extraordinaire. Avant toute chose, j'aimerais, Hugo Micheron, qu'on se mette d'accord sur les termes. De quoi parle-t-on quand on parle de djihad ? Doit-on dire le djihad ou les djihads ? Et est-ce que la finalité du djihad aujourd'hui est la même qu'il y a 30 ans ? Il y a plusieurs questions dans la même question. Oui, en fait, il faudrait sans doute parler de djihadisme, c'est-à-dire en fait d'une idéologie qui se réclame du djihad. Et en l'occurrence, les djihadistes, tels qu'ils sont abordés dans mes travaux et dans ce documentaire, ce sont des militants, des combattants aussi, qui sont apparus dans la guerre d'Afghanistan, dans cette période très lointaine qu'on a sans doute oubliée, celle des années 80, où suite à l'invasion soviétique, l'Afghanistan se retrouve en guerre et on va voir émerger ces premiers djihadistes qui sont en fait un mélange de plusieurs mouvements islamistes. Et à partir de là, il va y avoir un individu qui est abordé en longueur dans le documentaire, qui est Abdallah Azzam. Lui, son nom est souvent inconnu. Or, c'est le mentor d'un certain Oussama Ben Laden. Et c'est lui, Azzam, qui va donner un corpus théorique, en fait, à ce djihadisme. Et donc, les djihadistes, depuis les années 80, depuis Abdallah Azzam, sont des mouvements qui se réclament de cette idéologie. Et la nouveauté, si vous voulez, c'est leur apparition en Europe. Dans les années 90, au début, ils sont quelques dizaines, mais ils vont essaimer, et si bien qu'on comptera près de plus de 5000, à vrai dire, Européens qui rejoindront 20 ans plus tard Daesh et Al-Qaïda en Syrie. Voilà, donc vous remontez effectivement le fil de l'histoire depuis la chute de l'URSS, disant que l'Afghanistan, en gros, c'est la mère de tous les djihads, Exactement. Vous venez de l'évoquer. Et donc la question à laquelle vous essayez de répondre, c'est comment on est passé de l'Afghanistan, en gros, en 30 ans, de l'Afghanistan à une Europe dans laquelle il n'y avait pas de djihadistes, et aujourd'hui, qui est devenu quasiment un acteur politique majeur de nos sociétés. Oui, je vous remercie de poser la question sous cet angle, c'est-à-dire qu'en fait, on se pose assez peu la question de savoir comment une idéologie qui apparaît dans les contreforts de l'Himalaya, dans un contexte historique, politique, militaire qui a des années-lumière a priori de l'Europe, comment cette idéologie va se diffuser en moins d'une génération, en moins de 25 ans, au point de toucher des milliers d'Européens nés et grandis en Europe et pas que dans les zones les plus misérables d'Europe. Il y a un peu de tout dans le documentaire et ça, c'est des questions qu'on ne se pose pas parce que ça éclaire en fait un aspect très important qui est qu'on a une idéologie qui se diffuse. Et comment celle-ci se diffuse ? Et là, on en voit un certain nombre d'éléments. Le djihadisme, on attache souvent ça aux attentats. La réalité, en fait, c'est qu'il y a des idées et il y a des penseurs, il y a des idéologues. Et là, on voit des images, on l'a vu dans l'extrait que vous avez eu l'amabilité de montrer du documentaire. Ce sont des individus qui ont pris la tribune. Ils ont écrit, cet individu, par exemple, avait une des méthodes de diffusion de livres gratuits qu'il produisait lui-même et il occupait l'espace public en Angleterre. Et pourquoi, effectivement, et c'est une des réponses à cette question, comment est-ce que cette idéologie a pu se diffuser et encore une fois, on l'a oublié, c'est que vous racontez extrêmement bien à quel point, et notamment à Londres, début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, on a péché par naïveté, par inconséquence peut-être, et ces gens avaient pignon sur rue, quoi. Oui, c'est ça. En fait, jusqu'au 11 septembre, on ne voit pas la dimension problématique du djihadisme en Europe. Et pourtant, il a déjà frappé. La France, par exemple, est frappée en 95, en 96, même déjà en 94. Les États-Unis, il faut le rappeler, sont frappés dès 1993 avec le premier attentat des World Trade Center. Et pourtant, le lien entre en fait, la présence d'un certain nombre d'idéologues et des menaces terroristes en Europe va être fait véritablement qu'après le 11 septembre. Mais ça, c'est un problème qu'on voit un peu dans tous les pays européens, quels qu'ils soient, que ce soit le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas. On voit qu'il y a une tendance en fait, à se préoccuper du djihadisme quand il frappe à travers des attentats et une tendance à oublier
et d'où le titre de mon livre, la colère quand ça saute, et l'oubli très rapidement dès qu'il n'y a plus de menaces terroristes. Or, c'est précisément en fait quand il ne frappe pas qu'il faut s'y intéresser. Et c'est à ce moment-là que le djihadisme mute et trouve de nouvelles manières. Sur cette période que vous évoquez, la différence entre les années 90 et aujourd'hui, c'est que dans les années 90, ces individus venaient d'arriver finalement en Europe et n'avaient pas forcément les codes. Aujourd'hui, les djihadistes, typiquement ceux qui ont rejoint Daesh, sont européens. Et donc, il y a un changement. Ils sont plus performants dans leur... Oui, on est passé d'un djihad que vous dites vétéran à un djihad autochtone qui a connu son apogée malheureuse, terrible dans les années 2015-2017, bien sûr, et notamment ici en France. L'État islamique, on va rapidement et on passe d'un sujet à un autre, mais le documentaire est très dense, bien sûr, et on invite ceux que ça intéresse à le regarder, a réussi à terme à convaincre, au moment de son apogée, 6 000 Européens de rejoindre ses rangs. C'est à la fois peu à l'échelle des 500 millions d'habitants d'Europe, et c'est énorme. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le phénomène djihadiste, on le voit bien, ce qui peut représenter, à partir du moment où il touche quelques milliers d'individus. En fait, quand on a quelques dizaines d'individus concernés dans les années 90 et quelques milliers, la différence, c'est pas simplement le nombre, c'est pas que le volume. Quand on change d'échelle à ce point-là, en fait, on change de nature de phénomène. Et typiquement, on parle de 6 000 qui ont rejoint des organisations djihadistes en Syrie, mais pas forcément les individus qui, de près ou de loin, pouvaient avoir des connivences, etc. Et c'est toute la période actuelle. C'est en fait, qu'est-ce qui vient aujourd'hui ? Daesh a été défait militairement en Syrie et en Irak, mais il y a encore des morceaux qui bougent encore en Syrie et en Irak. On le voit en ce moment, il y a un regain d'activité de Daesh en Afghanistan, suite à l'arrivée des talibans en 2021. Et puis, il y a toute cette zone sahélienne qui est la proie des avancées des djihadistes et qui sont, par ailleurs, des avancées extrêmement meurtrières. C'est-à-dire qu'il y a, sur les 2 dernières années, dans la bande sahélienne, plus de morts qu'il y en avait au pic de Daesh en Syrie et en Irak. Donc, on est loin d'avoir tourné la page du djihadisme. La question, c'est plutôt de savoir comment ça va évoluer en Europe. Et pour ça, il faut se poser des questions. Et je crois que l'erreur, c'est de dire c'est un phénomène terroriste, donc c'est au service de renseignement, à la police, finalement, à l'État et au gouvernement de gérer ça. Alors qu'en fait, on le voit, c'est souvent une question politique qui se traduit par finalement aussi beaucoup de banal. Ces individus, ils ont aussi prêché dans la rue, ils ont aussi, aujourd'hui, ça serait plutôt sur Internet, mais le djihadisme, c'est pas toujours le truc le plus violent, qui attire le plus l'œil, qui est le plus pertinent. Il faut se poser les bonnes questions et regarder au bon endroit. Vous dites que le sujet aujourd'hui, l'endroit de prédilection, si j'ose dire, c'est la prison. Oui, c'est ça. Dans toutes les prisons européennes. En fait, il y a les mêmes espaces, mais seulement ils changent d'importance. Donc aujourd'hui, il y a Internet qui est très clairement, notamment les réseaux sociaux et un certain nombre de mécanismes pour diffuser vraiment la pensée, les livres et les références. La prison, tout simplement parce que ces djihadistes, quand ils sont rentrés, ils se sont retrouvés en prison. Et historiquement, les prisons étaient des lieux de recrutement et de conscientisation, ne serait-ce que parce qu'ils ont un public captif à côté d'eux qui peuvent chercher à conscientiser. Mais il ne faut pas non plus oublier ces terrains extérieurs. Donc j'ai mentionné certains sur lesquels peuvent venir à un moment donné se pluguer, si j'ose dire, une dynamique européenne. Donc dans l'ensemble, il faut toujours regarder ces 3 territoires et voir comment la dynamique évolue dans les 3. Ce qui est intéressant aussi dans le documentaire, c'est que vous vous attardez sur ce que ces 30 années ont produit comme dégâts sociétaux. La fragmentation, dites-vous, dont l'État islamique a été l'orchestre dans les sociétés, et en particulier sur le rapport collectif à l'islam et aux musulmans. À ce titre, on va regarder un extrait, j'espère qu'on a le temps, du documentaire. On est à Londres, en Belgique, au début des années 2010. Celui qu'on va entendre s'appelle Fouad Belkacem. Il est leader d'une association salafo-djihadiste. On l'écoute. Je suis musulman, c'est ça ma nationalité. Nationalité musulman. La loi que je suis, c'est charia, et je m'en fous de toutes les autres lois. Ce qu'ils disent, c'est que les musulmans d'Occident devraient se considérer comme des semi-citoyens et ne pas participer au processus démocratique. Si je suis en colère, la réponse n'est pas de m'engager en politique, de me présenter au Parlement ou de mener des campagnes d'information comme le ferait un citoyen ordinaire. Pour eux, il faut sortir du système et prendre une voie alternative, militer pour la création d'un État islamique.
Là, on est vraiment en 2023. Comment ça résonne, ça, aujourd'hui ? On est donc un peu plus de 10 ans après ces images. Et donc cet individu a été condamné. En fait, il était à la tête d'une organisation qui a participé à l'envoi de plusieurs dizaines de djihadistes belges en Syrie, notamment un certain nombre d'entre eux qui vont préparer les attentats du 13 novembre. À cette époque, on ne le voyait pas. Ou alors, c'est un peu le même réflexe que dans les années 90. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup évolué là-dessus. Ils étaient réduits souvent à des clowns. Ils étaient réduits à des gens qui, en fait, sont des pitres, sont des agitateurs de rue, mais qu'il ne fallait pas prendre au sérieux. Et ça, c'est une première erreur. C'est au contraire, il faut prendre très très au sérieux ce qu'ils disent, et on l'entend. Hein, la teneur politique de ces propos est très très claire. Il dit finalement, je n'ai pas de nationalité, je ne suis pas un citoyen belge. Moi, ma carte d'identité, dit-il, c'est d'appliquer la charia. Donc c'est une vision très 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 spécifique, évidemment, de l'islam. Il se présente comme le représentant de cette religion et il veut appliquer des règles à partir de ça en alpaguant, vous avez vu, des individus probablement sur la base de leur faciès. Hein, il se dit, cet individu doit être musulman, donc je vais lui parler, et en mettant une forme de pression. Alors, c'est ce qu'eux appellent des rappels religieux, mais en réalité, c'est quand même une manière de battre le pavé. Et dans cette petite musique, qu'est-ce qu'elle a fait à la société dans le rapport à l'islam et aux musulmans en général, avec un flot d'amalgame en fait, le problème, c'est toujours la même chose. C'est qu'à partir du moment où il y a les attentats, il faut réussir à comprendre ce qui se joue. Les attentats, c'est évidemment des drames absolus et des meurtres, etc. Mais c'est aussi une manière d'harceler les sociétés démocratiques. Et ce que eux cherchent, c'est qu'on se divise, c'est qu'on explose, c'est qu'on n'arrive pas à refaire société autour du drame des attentats. Et ça, pour l'instant, sur le coup, ça n'a pas forcément marché en 2015-2016. Il y a eu beaucoup de tensions, mais compte tenu du flot d'attentats, les sociétés démocratiques ont plutôt bien réagi. Mais là, maintenant, depuis, et c'est paradoxal, hein, depuis que Daesh est tombé, on voit se fragmenter le débat politique autour de tout ça et sur des enjeux qui vont bien au-delà d'ailleurs de la question du djihadisme. On le voit aujourd'hui sur l'abaya, il y a des tensions énormes alors qu'en fait, ce sont des sujets qui pourraient non seulement être débattus beaucoup plus facilement, de façon beaucoup plus posée, mais c'est aussi des sujets auxquels, pour le coup, il y a des réponses. Il ne s'agit pas forcément d'ouvrir là la question du débat sur l'abaya, mais bien de comprendre qu'il ne faut pas se sentir dépossédé de ces sujets. Le djihadisme, en fait, fonctionne par intimidation. Intimidation violente à travers les attentats, mais aussi intimidation du débat public en disant ces sujets, vous n'avez pas le droit d'en parler. Et ça, c'est aux sociétés démocratiques et c'est vraiment aux citoyens, à un moment donné, de se saisir des enjeux. Et c'est pour ça aussi que ces documentaires et les travaux, je veux dire, de manière générale, hein, de la recherche sont importants. C'est qu'on essaie de livrer des clés de lecture qui derrière, permettent de mieux comprendre des sujets qui, a priori, sont complexes. À retrouver en replay sur le site d'Arte, qui est un site de service public, bien sûr, en 3 épisodes. Donc, le djihad sur l'Europe. Je rappelle le nom de votre ouvrage, La colère et l'oubli, qui vient compléter ce travail chez Gallimard, Hugo Micheron. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu nous en parler ce matin. Il y avait beaucoup de choses à dire. Je renvoie donc à ce vaste travail. Merci encore. On se retrouve juste après la pause avec Pauline Godard pour la suite de Paris Direct. À tout de suite.